Cette étiquette discrète nous raconte un morceau d'histoire. Il s'agit là d'une inscription en peau de cerf de l'époque de Qianlong, conservée aujourd'hui au musée du Palais. Jaunie, confuse mais encore lisible, et écrite à l'encre en 4 langues, mandchou, mandarin, mongol et tibétain. Ce fusil de chasse est offert par le roi George III d'Angleterre, commenté en août de la 58e année de l'ère Qianlong, 1797. L'arme mentionnée sur l'étiquette était un cadeau pour l'empereur Qianlong, à l'arrivée de la mission McCartney en Chine en 1793. Et c'est aussi le seul mousquet encore conservé à ce jour. Le corps du fusil est en bois peint, somptueusement décoré d'or et de jade, avec ses incrustations de fleurs et autres motifs en argent. Des mots anglais sont gravés au dos du canon. H.W. Mortimer London, représentant à cette époque le plus haut niveau de production d'armes à feu occidentales. Ce n'était qu'un des nombreux cadeaux offerts à l'empereur de Chine par la mission McCartney. Qianlong ordonna de classer et de garder avec soin ces trésors, mais les laissa finalement dormir dans diverses salles de son palais. De 1793 à 1840, un demi-siècle s'était écoulé. Et rien n'indique que la dynastie Qing eut l'envie d'explorer le développement du monde occidental. La position de l'empereur Qianlong envers l'Occident fut très claire dans une lettre adressée au roi George III d'Angleterre en 1793. L'Empire céleste est riche en diverses marchandises et a tout le nécessaire et n'a nullement besoin de produits de l'étranger. Voulant certainement dire que l'empereur de la grande dynastie Qing a tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il désire et qu'il ne souhaite pas faire affaire avec vous. Nous pouvons sentir la grande confiance et la fierté de Qianlong pour l'Empire des Qing. Il pensait très sincèrement que dans son royaume idéal, à perte de vue, il y avait partout des scènes prospères où les étrangers en beaux costumes ne tarderaient pas les uns après les autres à venir lui rendre hommage. Il utilisa cette description extravagante et exagérée pour dire au monde « Nous sommes un pays puissant, riche et admiré par tous ». La Chine est la patrie du thé. Sous la dynastie Qing, la culture du thé fut particulièrement prospère et très appréciée par les empereurs. Le pavillon de la prouesse militaire de la cité interdite expose aujourd'hui de superbes ustensiles à thé de différentes époques. Un style gracieux et raffiné de la période Kangxi. Un style simple et naturel de la période Yongzheng. Magnifique style de la période Qianlong. Tous les empereurs de la cité interdite aimaient le thé. Dans ces dernières années, l'empereur Qianlong s'était même exclamé « Un pays ne peut pas vivre sans souverain, et un souverain ne peut pas vivre sans thé ». Le thé chinois a non seulement conquis les empereurs de la cité interdite, mais aussi la nation anglaise, devenant un important produit d'exportation sous la dynastie Qing. Lors de la 22e année de pouvoir de Qianlong, la cour des Qing autorisa seulement la ville de Guangzhou à faire du commerce extérieur.
Le thé chinois exporté de cette ville s'est rapidement emparé du marché britannique et est devenu un produit de consommation de base pour chaque famille anglaise. Ce fut très difficile pour les produits britanniques d'avoir les mêmes performances de vente en Chine. Peu à peu, le déficit commercial de la Grande-Bretagne avec la Chine est devenu la norme. L'Empire britannique était fondé sur le commerce et le profit ou la perte de capital. Ce qui semblait être un problème économique est finalement devenu un trouble politique. 这里面这就是一个当时在说鸦片战争的一个画面，一个那么大的泱泱大国打仗，那种惨不忍睹的状况，是吧？ Les commerçants britanniques étant incapables d'inverser le déficit commercial, l'appel de la rentabilité à tout prix a conduit à utiliser des méthodes peu orthodoxes. Les Britanniques ont choisi l'opium comme cible. En février 1836, de l'autre côté de l'océan Atlantique, un voilier rapide fut testé avec succès sous le nom de Pirate Rouge. Mais son but réel était de faire de la contrebande d'opium, bien plus honteux que la piraterie. La Chine est devenue la principale destination de ce trafic criminel. Les Britanniques présentaient l'opium comme un tonique pour prolonger la vie, entraînant sa propagation et une dépendance totale chez les habitants des Tsing. Sur ces photographies, les fumeurs d'opium sont sans expression, ont perdu tout sens moral, et leurs corps comme leurs esprits sont épuisés. Toute la population des Tsing était malade, des civils aux soldats et fonctionnaires. Cette invasion de l'opium mit tout l'Empire dans une défonce mentale. 驾到实际上是一个时代的标志。康乾盛世以后，驾轻想有为而不能为，结果留给道光那是个烂摊子。实际从这个驾轻后期到整个道光时期，鸦片问题成了整个社会问题。历史上有统计数字啊，甚至南方的乡村里头，包括士人，就是知识分子啊，都开始吸食鸦片。这个鸦片一旦形成风气，中国人还能打仗吗？ En 1832, une révolte paysanne éclata dans la région de Guangzhou. Le gouvernement Qing envoya le gouverneur du Guangdong et du Guangxi à la tête de plus de 6000 soldats pour réprimer ce soulèvement, mais cela se termina par un échec. L'empereur Dao Guang ordonna une enquête sur les causes de cette défaite. Il s'avéra qu'un grand nombre de soldats fumaient de l'opium, les rendant malades et incapables de se battre. Cette nouvelle choqua les dirigeants de la dynastie Qing. Cette nuit-là, l'empereur Dao Guang reçut un rapport le mettant dans tous ses états. Sans l'interdiction de la consommation d'opium, le pays sera de plus en plus pauvre et la population de plus en plus faible. D'ici 10 ans, il n'y aura plus de taxes à collecter, ni de soldats pour la guerre. Ces quelques mots annonçaient la crise de l'Empire. L'empereur comprenait bien l'importance de la situation. Il convoqua aussitôt secrètement l'auteur du document dans son pavillon. Ce fut la 8e rencontre entre Lin Zexu et son souverain en moins de 2 mois depuis son arrivée dans la capitale. Cette fois-ci, ils se sont entretenus dans la plus grande discrétion pendant plus de 4 heures. À l'époque, Lin Zexu était, parmi les plus hauts bureaucrates des Qing, un fervent militant de la lutte anti-opium.
Aux yeux de l'empereur, c'était un fonctionnaire honnête et intègre, et surtout capable de communiquer avec les barbares étrangers, faisant de lui la personne la plus apte à résoudre le problème de l'opium. Suite à cette rencontre secrète, l'empereur donna à Lin Zexu un ordre ultime. L'opium devait obligatoirement être éradiqué. Il nomma Lin Zexu comme envoyé impérial dans le Guangdong pour supprimer cette drogue. Ainsi démarra une vigoureuse campagne anti-opium. Dès son arrivée dans le Guangdong, Lin Zexu convoqua les commerçants des 13 firmes commerciales de Guangzhou, leur demandant de remettre tout l'opium entre leurs mains dans les 3 jours et de garantir qu'ils n'importeraient plus jamais ce narcotique. En seulement 5 mois, il confisqua plus de 40 000 pipes et plus de 20 000 caisses d'opium. Il voulut dans un premier temps ramener ses butins à la capitale, mais décida finalement, avec le consentement de l'empereur, de les détruire publiquement à Roumen afin d'éviter d'éventuels accidents sur la route. Ce fut le moment le plus glorieux de sa carrière. Il mena une bataille de 23 jours pour éliminer ce fléau et annoncer au monde que les Chinois ne succomberaient plus à l'opium. Le bourg de Roumen, célèbre grâce à Lin Zexu, est aujourd'hui devenu un port international important. Les traces historiques rappellent aux visiteurs la guerre nationale qui a choqué le monde. Pendant cette campagne anti-opium, Lin Zexu fut la première personne des temps modernes à ouvrir les yeux sur le reste du monde. Il a secrètement créé la première équipe de traduction anglaise à plein temps, dont 3 jeunes éduqués en Occident. Ils ont collectionné des renseignements de diverses sources britanniques concernant l'interdiction de l'opium en Chine, puis les ont traduits et recueillis dans un livre, envoyant des extraits à la cité interdite afin que l'empereur puisse comprendre la dynamique britannique. Cependant, même si Lin Zexu était intelligent et tourné vers l'avenir, il restait un vieil oriental d'une 60aine d'années, un érudit maîtrisant bien les mémoriaux écrits dans le style de cour impériale et s'appuyant sur ses expériences empiriques. Alors, que ce soit l'empereur Daoguang ou Lin Zexu, ils ont sous-estimé l'irritation des Britanniques pour la destruction de l'opium à Roumen. Si cette action fut une grande joie, selon l'empereur dans son décret d'approbation, ils n'ont pas préparé les contre-mesures nécessaires. Dans l'enceinte de la cité interdite, tout paraissait normal, mais personne n'avait remarqué que les Britanniques espionnaient depuis longtemps la dynastie Tsing. Dès 1832, la Grande-Bretagne a commencé une exploration océanique délicate et discrète. Apparu dans les zones côtières de la Chine, l'Amherst était un grand navire de guerre à voile commandé par l'anglais Hui Lindsay et accompagné d'un missionnaire, traducteur et médecin, Karl Gutzlaff. Ils ont arpenté en détail les fleuves et les ports de l'Empire Tsing, recueillant des renseignements militaires et réexaminant cet ancien empire. Au cours de leur voyage de 36 mois,
ils ont pu parcourir 5 grandes provinces. Ils se déguisaient pour entrer dans les ports maritimes et visiter des camps militaires. Aujourd'hui, nous avons retrouvé l'ancien fort de l'armée Qing dans le parc forestier de la zone humide de Wusongkou à Shanghai. Aux yeux de ces deux étrangers à cette époque, toute cette armée était arriérée et primitive. Nous avons visité ici une caserne de l'armée Qing, écrivait Karl Gutzlaff dans son journal. Et nous avons constaté que les armes étaient mal conservées et la gestion médiocre. La revue de 500 soldats a révélé que la plupart d'entre eux n'avaient qu'un sabre et un bouclier en rotin. De plus, les canons étaient sales et presque complètement rouillés. En ce qui concerne la défense militaire de l'époque, il estima que l'ensemble de la flotte chinoise, composée d'un millier de navires de différentes tailles, n'aurait pas pu résister à un seul navire de guerre britannique. À Roumen, après la destruction de l'opium, les informations recueillies par Lin Zexu n'ont pas permis à l'empereur Daoguang de prendre la bonne décision. La cour des Qing pensait que cet incident provoquerait tout au plus des provocations frontalières, des conflits à petite échelle, et que les Britanniques n'interviendraient pas directement sur le plan militaire. Mais en fait, un débat sur la survie de la Chine avait déjà commencé à Londres, en Angleterre. Au printemps 1840, à Londres, lors d'un mardi ordinaire à la Chambre des communes, un débat exceptionnellement animé fit rage et dura 3 jours. Plus de 400 députés se joignirent aux discussions pour prendre une décision historique. Le gouvernement britannique devait-il lancer une guerre contre l'Empire Qing au nom de l'opium à des milliers de kilomètres de là? Dans ce débat, entre intérêts économiques et moralité, le député Thomas Taunton retint toute l'attention des élus. Il n'était plus le jeune garçon qui s'était rendu en Chine avec Lord Macartney il y a 47 ans et qui avait reçu des cadeaux de l'empereur Qianlong. Fort de ses nombreuses années d'études et de compréhension de la Chine, il préconisait vivement la guerre comme alternative aux négociations diplomatiques avec la Chine. Finalement, les intérêts des capitaux l'emportèrent sur la moralité internationale. La Chambre adopta l'entrée en guerre contre le gouvernement Qing par un vote de 271 voix contre 262. Dès le début de la bataille de Qinghai, les rapports militaires furent envoyés sans cesse à la cité interdite, les uns après les autres. Ville côtière du sud, Qinghai se trouve à plus de 1400 km de Beijing. En raison de la lente transmission des messages par relais postier à cheval, il fallait au moins un demi-mois pour que chaque rapport parvienne à l'empereur. Lorsqu'il reçut le premier message, Qinghai était déjà tombé, 12 jours auparavant. Que pouvait bien faire l'empereur face à ces informations tardives et confuses? Au milieu de ce chaos, la Chine fut impliquée dans un changement crucial et sans précédent depuis 1000 ans. Plus de 100 ans s'étaient écoulés et l'histoire laissait derrière elle une stèle de pierre solitaire. Dans cette guerre redoutable, l'armée des Qing n'avait même pas préparé une défense de base. Les troupes envoyées à la hâte se sont battues avec acharnement et ont été forcées de battre en retraite, laissant des milliers de soldats morts.
Yao Weixiang, le magistrat du comté de Dinghai, fut grièvement blessé et se suicida, devenant le premier fonctionnaire local martyr dans la guerre sino-britannique. 定海的知县姚怀祥，那么英国人呢占领定海以后呢，他呢实际上呢一边处理老百姓，一边呢他把自己的铜边眼镜，把自己的纱布衫脱下来，交给他的亲弟弟叫姚怀宣。那父母看到这些遗物时，我已经为国尽忠也就是牺牲了，他做好这样的打算。 Aujourd'hui, à quelques kilomètres de la stèle de Yao, on trouve une pierre tombale érodée par plus de 150 ans d'histoire sur le site du mémorial de la guerre de l'opium de Zhaoshan. Les habitants locaux ont risqué leur vie pour récupérer et enterrer les restes des milliers de soldats anti-britanniques. Maintenant, l'humiliation que la nation chinoise a connue est révolue pour toujours. Malheureusement, la défaite n'avait pas clairement fait comprendre à l'empereur Daoguang que se cachait une plus grande crise derrière ce conflit. Au début, il était déterminé à exterminer les envahisseurs appelés les barbares anglais. Mais un mois après la bataille de Dinghai, une lettre de 4000 mots d'Henry Palmerston, alors ministre britannique des Affaires étrangères, changea l'attitude de l'empereur vis-à-vis de la guerre. Dans cette note, les 3 premiers paragraphes contenaient des accusations contre les activités anti-opium de Lin Zexu, suivies de 5 revendications. Compensation du prix de l'opium détruit, cession du Nil, compensation des arriérés des commerçants, diplomatie égale entre la Chine et la Grande-Bretagne et indemnisation des dépenses militaires. Cela montrait bien un durcissement de la partie britannique. Mais il y avait une phrase quelque peu inhabituelle. Le fait que des officiels chinois harcelaient nos résidents vivant en Chine et blasphémaient le prestige de la Grande-Bretagne, le roi d'Angleterre décida d'envoyer la marine et l'armée dans la mer de Chine pour demander justice auprès de l'empereur. Demander justice auprès de l'empereur, rien de surprenant si cette expression venait du peuple ou d'un officiel chinois. Mais apparaissant dans les documents traduits des échanges diplomatiques, cette phrase fut très alléchante pour l'empereur Daoguang. Il s'est avéré que pour que la lettre soit acceptée par le gouvernement Qing, le représentant britannique a traduit toute compensation en réhabilitation et toute réparation en justice. Cette note fut retrouvée au mémorial de la guerre navale de Humen. Contrairement à ce qui se passait à l'époque, la traduction pour « demander justice auprès de l'empereur », convenant le mieux à la mentalité de l'Empire, avait été remplacée par « le peuple anglais a été lésé et insulté par l'Empire Qing ». Bien que l'on ne sache pas précisément ce qu'il est advenu de ce courrier, il est pratiquement certain qu'après quelques embellissements du texte, une certaine vanité de l'empereur Daoguang fut partiellement satisfaite. Les navires et les canons britanniques étant puissants, ils furent utilisés dans le seul but de poursuivre la cour impériale et obtenir justice pour les Britanniques auprès de l'empereur. Après avoir reçu cette note, l'attitude de Daoguang vis-à-vis des barbares anglais changea radicalement. Il est clair que l'empereur simplifia cet incident. En devenant le maître commun du monde, il croyait que tant qu'une personne était punie, tous les problèmes avec la Grande-Bretagne pouvaient être résolus. Le héros anti-opium qui avait tenté de sauver la dynastie Qing est devenu en fait le bouc émissaire d'une altercation diplomatique sino-britannique. Sur ordre de Daoguang, Lin Zexu fut démis de ses fonctions et exilé dans une petite ville du Xinjiang pour expier ses fautes.
D'autre part, l'empereur suivit les conseils d'un courtisan pacifiste pour envoyer un autre ministre négocier la paix avec l'armée britannique. Hier, un héros, aujourd'hui, un criminel. Hier, le favori, aujourd'hui, le réprimé. À la veille de son départ, Lin Zexu laissa 2 poèmes d'adieu pour sa femme à Xi'an, dont cet extrait. « Que je vive ou meure au profit de mon pays, faudrait-il l'éviter à cause du malheur ou du bonheur ?» Cela exprime parfaitement l'esprit loyal et droit de Lin Zexu. Quelques années plus tard, il fut appelé à nouveau par l'empereur et envoyé dans le nord-ouest pour réprimer l'insurrection des paysans. Gagné par la maladie, il ne put aller au bout de ses convictions pour servir le pays et se retira de la scène historique. En 1949, des archéologues nettoyant de vieux objets dans les 7 bâtiments ouest de la cité interdite de Shenyang trouvèrent un paravent couvert de poussière sur lequel apparaissait une carte du monde, soit la plus détaillée de la fin des Ming. La mystérieuse map-monde en 2 hémisphères. Actuellement conservée au musée provincial du Liaoning. Composée de 8 parties, cette map-monde fut dessinée d'après la célèbre cartographie chinoise, la carte complète de tous les pays de la Terre. Et c'est Nurhaci, fondateur de la dynastie Qing, qui l'apporta à Shenyang. Aujourd'hui, le contour des montagnes sur la carte est encore très clair et similaire à la carte du monde actuel. Les 5 continents, l'équateur, les 5 zones du nord au sud et les tropiques du Cancer et du Capricorne sont dessinés en détail. En plus des légendes en chinois sous les noms des principaux lieux et zones, l'empereur a expressément ordonné d'illustrer la carte en mandchou. « 200 ans plus tard, l'empereur Daoguang faisait face aux arrogants britanniques, leur posant une série de questions résumées comme suit. Où se trouve exactement l'Angleterre? Combien de pays faut-il traverser pour aller de l'Angleterre à la Chine? Pourquoi nous vendez-vous de l'opium? Comment une jeune femme de 22 ans a-t-elle pu devenir souveraine? Est-elle mariée? L'empereur ne put s'empêcher de soupirer. Le plus curieux, c'était qu'il pose en premier des questions géographiques, auxquelles il aurait dû être le plus qualifié pour répondre, car la magnifique carte du monde de l'époque dormait dans les murs de la cité interdite. En cette période, le calme au sein de la cité interdite semblait être le plus important. De nombreuses portes du palais étaient ornées d'une tête de Jiaotu, l'un des 9 fils du dragon, dont le visage hideux symbolisait le devoir de veiller sur le site et d'éloigner les mauvais esprits, représentant une belle vision de l'empereur pour son palais. Cependant, même si la cité interdite était gardée par d'innombrables Jiaotu, on sait que lorsqu'une dynastie devient faible et que ses maîtres commencent à avoir peur, ils seront finalement incapables de résister aux puissants navires et canons du monde extérieur. Près de 2 ans après le début de la guerre,
le seul renvoi de Lin Zexu ne pouvait pas calmer l'avidité des Britanniques. Ces derniers prévoyaient d'utiliser leur puissance navale pour envahir le fleuve Yangtze, bloquer les transports du sud vers le nord et forcer la cour Qing à accepter le fameux commerce où l'Angleterre retirerait d'énormes avantages économiques de la Chine. Qu'il s'agisse de combattre ou de négocier la paix, le choix de Dao Guang fut sans aucun doute en faveur de cette dernière. Cette réalité a profondément blessé un fonctionnaire émérite de la cour. Le 8 juin 1842, Wang Ding, grand secrétaire du cabinet et ministre du Grand Conseil, en mauvaise santé, se rendit seul en uniforme de la cour à l'ancien palais d'été. Ami proche de Lin Zexu, il s'opposait résolument à la négociation de la paix et insistait pour ne pas renoncer à un pouce du territoire de l'Empire. Apprenant que le traité était sur le point d'être signé, l'homme de 75 ans retourna immédiatement à Beijing, réprimandant des ministres pacifistes et soutenant fermement Lin Zexu. Désespéré, il attrapa l'empereur par sa robe de dragon et dit d'une voix déchirante: « Si l'empereur ne tue pas Sishan, le ministre pacifiste, il ne pourra pas traiter avec le monde. Si moi, le vieux sage, le sais, mais n'en parle pas, j'aurai honte devant les souverains ancestraux. » Furieux, l'empereur Dao Guang se débarrassa de lui et quitta le pavillon. En désespoir de cause, Wang Ding était prêt à tout pour que l'empereur change sa position compromettante envers l'Angleterre. Ce soir-là, il se donna la mort par pendaison, après avoir noté ses conseils dans son bureau à l'ancien palais d'été. D'innombrables larmes d'un triste confident furent déversées dans le vent du grand désert. Se trouvant dans le nord-ouest du pays, Lin Zexu a écrit ce poème dans la douleur et la colère, en apprenant la mort de Wang Ding. À l'exception de Lin Zexu, la mort de Wang Ding n'a pas fait de vague à la cour, ni changé l'attitude de l'empereur. Le destin de la dynastie Qing ne pouvait être modifié par un ou deux bureaucrates loyaux ayant sacrifié leur vie pour leurs convictions. Après le suicide de Wang Ding, l'empereur Dao Guang publia un édit pour négocier la paix avec l'armée britannique et signer le traité de Nanjing. Le 29 août 1842, les cloches du temple de la mer tranquille de Nanjing sonnaient ternes et les pèlerins étaient peu nombreux. Le temple avait perdu son caractère mystérieux et solennel du passé. Amarré à proximité, le cuirassé britannique Cornwallis avait levé ses canons et les drapeaux Union Jack flottaient dans le vent. Ziying, Yilibu et Niu Jian, les représentants de la cour Qing, montèrent à bord du navire sur le fleuve Yangtze, laissant cette image historique qui a changé le caractère de la société chinoise. Quelques heures plus tard, le traité était signé. La guerre était terminée et l'armée britannique se retira. À la fin de ses mémoires, un officier militaire britannique a écrit cette phrase en lettres capitales. « La Chine a été vaincue par une femme. » 中英南京条约的签订对道光皇帝是打击非常大的。据说呢，他当时在签字的时候提着笔，在这个屋里面来回的这么走，不去签这个字。最后呢，实在是没办法了，一声叹息，在草草的签字。早期的道光皇帝，实际上他还是想有一番作为的。在他在位期间呢，采取了很多措施，比如说这个提倡节俭啊。 提倡这个历届宫廷奢华，
所以在他这个文物里面或印章里面也会有体现。 C'était le sceau préféré de l'empereur Daoguang. Il est fait d'une belle pierre, ornée de ganodermes et raisins. L'inscription « Respect, diligence et vertu » reflète bien sa vie. Pendant les 20 années qui ont précédé la guerre de l'opium, Daoguang a fait beaucoup d'efforts pour gouverner avec bienveillance le pays. Parmi les souverains féodaux de toutes les dynasties chinoises, il menait une vie frugale et portait souvent des pantalons rapiécés. Il mobilisa également des dizaines de milliers de soldats, traversant toute la région frontalière pour réprimer la rébellion de Jianjir et maintenir l'unité du territoire national. Il voulait de tout cœur hériter de la gloire de ses ancêtres, Kangxi, Yongzheng et Qianlong, et devenir un bon empereur. La guerre de l'opium fut son plus grand cauchemar. À la fin de ce conflit, l'empereur avait 60 ans. Durant les 8 dernières années de sa vie, à l'exception de rendre régulièrement hommage à l'impératrice douairière, il ne faisait qu'assister aux cérémonies culturelles et examiner les rapports administratifs. Fin 1849, l'empereur se rendit pour la dernière fois au temple des ancêtres. Dans son testament, il stipulait ne vouloir aucune stèle érigée à sa mémoire et qu'il souhaitait ne pas être enterré dans le temple ancestral. De toute évidence, il avait honte d'affronter ses ancêtres. Ce fut un empereur diligent et frugal, mais aussi le premier empereur dans l'histoire chinoise à être vaincu par des envahisseurs occidentaux et à signer un traité inégal. Il passa la majeure partie de sa vie dans l'ancien palais d'été et ne connut jamais le monde extérieur. Battu par les Britanniques, il ne comprenait toujours pas son adversaire. Mais qu'auraient bien pu faire ses ancêtres en vivant à son époque, s'ils avaient conservé les fondements de la maison Eisin-Jiro et l'illusion d'un grand royaume des cieux? La première année après Daoguang, le prince Albert, époux de la reine Victoria d'Angleterre, organisa la première exposition universelle. Le palais de cristal de Londres, en Angleterre, attira 25 pays et 15 colonies britanniques pour participer à l'exposition, y compris des marchands chinois. Avec plus de 100 000 objets exposés et différentes machines à vapeur fonctionnant grâce à des chaudières spécialement construites, l'exposition prouva à quel point la révolution industrielle avait changé le monde. C'est aussi l'année où cette révolution eut déjà un effet significatif lorsqu'un chef paysan appelé Hong Xiuquan et son clan, la Société des Adorateurs de Dieu, annoncèrent un soulèvement le plus important dans l'histoire de la Chine, qui allait balayer tout le pays. Cette période fut la première année du règne de Xianfeng. Le nouveau monarque avait pris le relais de son père Daoguang pour conduire le navire impérial des Qing, vieux de 206 ans, en devenant le 7e empereur de cette dynastie à Beijing.
En 1856, la dynastie Qing connut un chaos sans précédent. L'armée britannique envahit une nouvelle fois Guangzhou. En 1858, les flottes britanniques et françaises franchirent le port de Dagu et occupèrent la ville de Tianjin. Le gouvernement chinois fut contraint de signer respectivement les traités de Tianjin avec la Russie, les États-Unis, l'Angleterre et la France. En 1860, les forces alliées franco-britanniques occupèrent Beijing et l'empereur Xianfeng et son parti durent fuir vers Chengde. Puis, les troupes occidentales pillèrent et incendièrent l'ancien palais d'été, obligeant l'Empire Qing à signer le traité de Beijing. 中国历史上帝王你在皇宫里边做到很系统化的训练，培养很好的道德品质、爱民的思想、勤政的这种习惯。咸丰个人呢，那应该说他的素养也不错，但毕竟年龄小，而且他面对的还是一个更重要的变局，是英国的工业革命导致欧洲和美洲都在变化，因此在某种程度上，我们学者研究叫苦命天子嘛，他苦命就是生不逢时嘛，他作为一个帝王。 特别是一个没有这种经验的这种少主，啊，当然还是很痛苦的。En 1861, Xianfeng passa la fête des fantômes à la résidence secondaire de Ye Hall. Il commanda pour son divertissement l'opéra Emprunt de la Solde. Ces derniers jours, il s'était progressivement libéré des affaires gouvernementales ennuyeuses et qui perturbaient son sommeil. Le chant des opéras et l'alcool le firent se sentir plus détendu que jamais. L'empereur voulut sans doute échapper à la réalité des problèmes qu'il n'avait pas pu résoudre. Il savait qu'à son retour à Beijing, il devait rencontrer les émissaires britanniques et français autorisés à présenter en personne les lettres de créance. Plutôt que de connaître l'humiliation face à ces étrangers qui ne voulaient pas se prosterner devant lui, il préférait rester à Ye Hall pour profiter des banquets et de ses derniers instants. Deux jours plus tard, l'empereur Xianfeng, qui venait de fêter ses 30 ans, ferma les yeux à la résidence d'été impériale de Chengde. L'empereur est mort, mais la cité interdite est toujours là. La cité reste le palais impérial, mais était sur le point de connaître de nouvelles crises, provocations et souffrances jamais connues dans une dynastie chinoise depuis le premier empereur. Un changement majeur inconnu depuis 3000 ans est survenu. Heureusement, sur la terre de Chine, à part la maison Hanshijiro, il existait également des milliers de familles. En plus des princes et généraux, il y avait aussi des gens avec de grands idéaux. Malgré la dépravation et la corruption, il y avait la ferme volonté de progresser. Cette vieille Chine s'est dirigée vers une destinée pleine de mutations.